Alors vous en avez peut-être entendu parler récemment, c'est ressorti chez Panini dans la collection, la Epic Collection X-Force. Je parle évidemment d'un crossover qui s'appelle X-Cushioner's Song, le chant du bourreau. Alors c'est un moment inoubliable des X-Men des années 90. Moi j'aime beaucoup ce TPB là parce que la couverture de Jaeli représente à mon avis à merveille ce qu'était ce crossover. Alors je ne vais pas vous en parler en détail, hein. Le but n'est pas de vous raconter l'histoire de quelque chose que vous avez sûrement déjà lu et qui désormais est connu de tous, enfin en tout cas j'espère, avec notamment le vrai faux assassinat de Charles Xavier au départ par un certain individu qui a priori a l'air d'être Cable, à l'époque le leader de X-Force, le groupe de genoux paramilitaires affiliés plus ou moins aux X-Men. Non, en fait, si je voulais vous présenter le chant du bourreau et vous en parler, c'est pour vous expliquer une différence fondamentale entre ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, et vous dire que ça n'est pas forcément la faute des scénaristes actuels si il y a tout de même un petit moins bien par rapport à l'époque, mais c'est tout simplement structurel et c'est tout simplement logique. Alors là, on est en train de parler d'aventures des mutants qui se situent à peu près 30 ans après leur création. Donc on a des personnages qui ont bien évolué et qui sont entrés dans la phase de la maturité, j'ai envie de dire, où il reste encore des choses à écrire, beaucoup de choses à écrire, et en même temps il y a un solide background pour les rendre extrêmement passionnants. L'exemple type, c'est la dualité, la différence entre Cable et Strife. Strife qui va être le grand méchant autour duquel va tourner le chant du bourreau. On les confond parce qu'ils sont tout simplement frères jumeaux, ou en tout cas clones. Il y en a un qui est celui qui est le véritable fils, le fils qu'ont eu Scott Summers et Jean Grey, mais qui a été atteint par un virus techno-organique le détruisant petit à petit et qui a été transporté dans une ligne temporelle future alternative chez les Ascani où il a pu être soigné ou en tout cas apprendre à maîtriser son pouvoir. Sachant que le virus techno-organique le dévore tout de même à chaque fois qu'il utilise ses dons. À l'époque, c'était le grand dilemme de Cable, hein, à savoir, il utilise ses pouvoirs, mais ses pouvoirs le tuent. Et puis à côté de ça, il y avait le clone Gary, le clone qui n'a pas le virus techno-organique, mais qui n'a pas connu l'amour de ses parents, qui a été séparé à jamais, et qui a grandi dans une sorte de sentiment d'abandon et donc de désir de vengeance, et qui va faire payer, qui veut faire payer Scott et Jean et par là même les autres mutants. Et ça va être à la base de l'histoire du chant du bourreau. Alors évidemment, je schématise énormément, évidemment, je simplifie au risque même de tordre un peu l'histoire, mais c'est juste pour faire comprendre de quoi il retourne au cas où vous n'auriez pas lu Le Chant du Bourreau. Ceci pour vous dire qu'en parallèle, à l'époque, nous avions le mystère de l'identité et des vrais souvenirs de Wolverine. On ignorait toujours le passé du mutant le plus efficace des X-Men, que vous voyez ici dessiné par un Jaeli très inspiré. À côté de lui, Psylocke et Gambit dans des versions ultra badass années 90. Et puis il y avait aussi Mister Sinister. Alors tous ces personnages, en général, ils avaient un point commun, c'était que leur passé n'était pas encore tout à fait révélé. On ignorait encore beaucoup de choses et ils pouvaient encore se produire des coups de théâtre magistraux concernant qui ils sont, ce qu'ils font, leur motivation, leur rapport autrefois, avec qui ils étaient accoquinés. Bishop également, qui venait de débarquer chez les X-Men, et lui, il venait d'une ligne du futur, donc il était au courant de choses qui allaient bouleverser à jamais la vie des X-Men. Par exemple, il savait qu'il y avait un traître parmi eux, et que ce traître allait être vraisemblablement celui qui allait faire chuter une bonne fois pour toutes les mutants. En gros, Onslaught, sauf qu'à l'époque personne ne comprenait évidemment, et que nous étions tous dans la grande interrogation existentielle, qui va trahir les mutants. Aujourd'hui, tout ça c'est terminé, on est désormais 30 ans dans le futur, c'est-à-dire notre présent 60 ans d'existence des personnages Marvel, et il faut être honnête, il y a un moment donné où on ne peut pas réécrire encore et encore les mêmes choses. Alors le passé tourmenté de Wolverine a été révélé, aujourd'hui il n'y a plus vraiment de mystère, Mister Sinister il est revenu partout, à toutes les sauces, au point qu'aujourd'hui quand il apparaît, bah, on est très loin de l'aura de mystère et de menace qu'il avait autrefois.
Aujourd'hui, c'est devenu un personnage lambda, très important, certes, dans les dynamiques mutantes actuelles, mais qui n'est plus le personnage d'autrefois. Strife, c'était presque un vilain à usage unique. Hein. Il n'y avait qu'une cartouche avec Strife, éventuellement deux, mais pas plus. On ne peut pas le faire revenir sans arrêt. Et donc, on se retrouve avec des personnages qui ont déjà quasiment tout dit. Alors, Hickman a eu certes une idée de génie avec House of X, Powers of Ten, en réécrivant totalement le statu quo, mais on ne peut pas réécrire le statu quo tous les mois ou tous les 6 mois, et à un moment donné, on tourne en rond, et puis on revient forcément à celui de départ, qui est que les mutants sont différents, que la différence entraîne d'être menacés, d'être pourchassés, et qu'à un moment donné, ils doivent s'unir pour contrer des menaces qui souhaitent leur mort, et que certains d'entre eux sont un peu plus proactifs et souhaitent à leur tour se débarrasser des humains. Et on aura beau faire ce qu'on veut, on va tourner en rond parce que ça c'est la clé fondamentale de lecture des X-Men, la différence de l'autre, le rejet, et donc les dissensions qui se créent entre les factions génétiques. Et quand vous avez levé le voile sur le mystère entourant les personnages principaux, et bien vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est de soit faire de la retcon avec des événements qui sont trop gros pour qu'on y croie, et généralement on revient en marche arrière très vite, soit de réécrire des choses déjà écrites, c'est ce que font les scénaristes actuellement. Il n'y a rien de vraiment bouleversant, c'est intéressant à lire, certes, il n'y a pas non plus que des choses mauvaises, il y a même plein de choses très bonnes avec ce nouveau cours mutant qui a commencé avec Hickman, mais quand on regarde bien, en fait, les évolutions actuelles n'ont rien à voir avec l'époque où il y avait beaucoup plus de naïveté, il y avait beaucoup plus de capacité d'étonner, d'inventer, d'oser. Il se passait tout le temps un truc à l'époque, c'était pas forcément ultra décompressé comme aujourd'hui. La décompression, c'est-à-dire cette manie de ne pas raconter grand-chose chaque mois et de devoir lire des arcs narratifs complets pour enfin voir apparaître une quelconque pertinence. À l'époque, on avait droit, en 22 pages, à notre sacrée dose d'adrénaline, de mystère, de rebondissement. Et même si quand il y avait un crossover comme le chant du bourreau, on étalait un peu la sauce pour bien la faire prendre, il n'empêche que c'était quand même autrement plus passionnant. Et en plus, à l'époque, les mutants avaient droit à des dessinateurs comme Jaeli, comme Jim Lee, comme Greg Capullo. Excusez du peu, j'oublie Tony Daniel, j'oublie les frères Kubert. Donc forcément, vous aviez tout de même des artistes de très haut niveau, et puis des scénaristes comme Nicheza, Lobdell, Claremont. Claremont qui venait de terminer son run d'ailleurs, mais bon, il a été là pendant très longtemps. Vous aviez des gens qui avaient une maîtrise absolue, à la fois de comment on écrit un comic book d'action, puis à la fois de comment on le truffe de ces références de soap opéra, de romances, de mystères familiaux et personnels, qui sont clairement la marque de fabrique des comics que nous, on aime lire depuis qu'on est jeune. Puis là, je vous montre cette double page de Jaeli. Alors, certes, il faut aimer le style. Vous allez me dire, moi, j'aime pas, peut-être. Mais si vous aimez, franchement, quel pied. C'était une époque qui ne reviendra pas. Alors, c'est complètement bête, puisque aucune époque ne peut revenir telle qu'elle. Mais on était vraiment, vraiment au top du top. D'ailleurs, les mutants, à l'époque, vendaient des wagons entiers de comics. Et aujourd'hui, on est dans des chiffres qui sont bien, bien plus modestes, même si le marché s'est un peu repris pour ce qui concerne les X-Men. Donc voilà, j'utilisais juste le chant du bourreau pour vous montrer cette différence fondamentale. On est aujourd'hui dans des comics mainstream qui ont 60 ans d'existence, qui sont à la recherche d'un nouveau public, et donc qui tentent de flatter, de flatter un peu ce nouveau public qui en fait une fois qu'on lui a mis deux trois héros issus des minorités ou correspondant aux questions sociales importantes, le problème c'est que le public il ne le suit pas, il adhère pas, parce que ce public il est très volatile, et puis il n'est pas dupe, il se rend compte aussi qu'il y a pas toujours beaucoup d'inspiration dans les décisions qui sont prises, alors qu'à l'époque au moins à l'époque il n'y avait pas d'atermoiement du côté de chez Marvel, c'était over the top. C'est-à-dire qu'on en faisait trop quasiment à chaque épisode, hein. C'était de l'action, de la baston, des dessins totalement dingues, des rebondissements de folie. On cherchait pas à comprendre, on tentait des trucs, on racontait tout et n'importe quoi, et souvent ça marchait. Et on regarde les années 90 aujourd'hui avec beaucoup de ricanements, hein, comme par exemple les années où le dessin
a pris le dessus sur le scénario, où il y avait plein de choses qui étaient quand même discutables, et c'est vrai avec le recul. Mais quand on prend la première partie des années 90 et la manière dont ils ont dynamité les comic books, ben moi je suis désolé, mais je suis quelqu'un qui retournera toujours à ces lectures d'époque avec un grand plaisir et qui remerciera toujours à jamais la vie pour m'avoir fait découvrir ça en temps réel parce que ça a été des lectures absolument merveilleuses et le chant du bourreau en fait partie. Jamais plus je ne triperai comme j'ai tripé devant le chant du bourreau et pourtant je vous répète, hein, je suis bon public. Si vous me suivez sur Univers Comics, vous le savez, je suis pas du genre à critiquer ouvertement tout ce qui sort, très loin de là. J'ai des goûts très éclectiques et j'ai tendance à apprécier beaucoup de choses. Mais pour ce qui est du mainstream Marvel, franchement, non, ne me prenez pas pour un imbécile. X-Men, le chant du bourreau, les années 90, vous ne ferez pas mieux. Ou alors il faudra être très très fort. Allez, rendez-vous dans la semaine pour d'autres vidéos comics. Et puis si vous avez votre avis à donner sur la situation, n'hésitez pas en commentaire, ça fait toujours plaisir. Encore plus si vous êtes abonné à la chaîne qui n'en est pas une. A bientôt, ciao ciao.